Élodie ne marchait pas, elle flottait. Dans les rues dorées de Monte-Carlo, entre les vitrines de Cartier et les parfums de Guerlain, ses talons aiguilles frappaient le marbre comme les baguettes d'un chef d'orchestre. Chaque pas annonçait sa présence comme une symphonie de privilèges. Elle avait 19 ans, une beauté taillée dans le luxe, les cheveux comme des filaments de soie tombant sur des épaules toujours parfumées à l'excès. Née d'un père magnate de l'énergie et d'une mère ancienne mannequin reconvertie en philanthrope sélective, Élodie était l'unique héritière d'un empire qui ne connaissait ni crise ni frontières. Elle pouvait claquer des doigts et avoir un jet en moins d'une heure. Elle pouvait pleurer et se retrouver sur un yacht au large de Santorin avec des amis triés sur l'algorithme du prestige. Mais derrière son teint nacré et ses lunettes de soleil Chanel, se cachait une arrogance froide, bâtie sur l'idée que rien, absolument rien, ne pouvait la toucher. Elle ne croyait pas en Dieu, ni en l'esprit, ni en quoi que ce soit d'invisible. Elle riait souvent quand sa grand-mère parlait des traditions africaines, ou quand ses camarades de fac évoquaient des croyances locales. Pour elle, l'homme fort était celui qui possédait. Le monde était une affaire de chiffres, de contrats, de contrôle. Le reste n'était que folklore pour pauvres. Quand son université internationale proposa un voyage culturel dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, un programme sur la mémoire des civilisations, les rites, les temples, elle se contenta de lever un sourcil amusé. Elle n'y allait pas par curiosité, mais parce qu'il le fallait pour valider son semestre. Son père avait déjà tenté d'acheter son exemption, mais le professeur avait refusé. Pour vivre l'expérience humaine, il avait imposé un vol commercial, aucun traitement de faveur, aucun chauffeur privé. Élodie avait failli refuser. Mais elle y vit une opportunité de s'afficher sur les réseaux, la riche européenne qui découvre l'Afrique. Elle prépara ses valises comme on prépare une mise en scène, vêtements de créateurs, produits de luxe, et une équipe de followers à nourrir. Elle débarqua dans ce pays comme on débarque sur une scène de théâtre. Le soleil frappait fort, mais elle portait des lunettes hors de prix. À l'aéroport, elle posa avec des enfants curieux, postant sur Instagram une légende cynique. Ils sont si souriants avec si peu. Le groupe fut conduit dans une région reculée, là où les routes devenaient poussière, et où les arbres semblaient chuchoter un langage oublié. C'est là qu'ils furent accueillis par un vieil homme vêtu de tissus traditionnels, au regard profond et au silence pesant. Il leur parla du temple sacré du village, un lieu ancestral, réservé à ceux qui respectaient les règles de pureté. Aucun individu en état d'impureté, notamment menstruel, ne pouvait y pénétrer. C'était une loi spirituelle, inviolable. Élodie éclata de rire. Elle trouvait ça archaïque, sexiste, ridicule. « Je suis une femme moderne, libre et éduquée » lança-t-elle en français, bien que personne ne lui ait demandé son avis. Elle ne dit à personne qu'elle était effectivement en menstruation ce jour-là. Ce détail lui semblait insignifiant, dans un monde où l'argent pouvait effacer les fautes. Elle avait l'habitude de briser les règles, les codes, les promesses. Pourquoi pas celle d'un village oublié par Google Maps? La veille de la visite du temple, une brume étrange s'était levée. Certains dans le groupe avaient fait des cauchemars. Une camarade de classe, Johanna, s'était réveillée en sueur, criant qu'un œil sans visage l'observait. Élodie s'en amusa. Le lendemain matin, elle enfila une robe blanche immaculée, ironique et provocante, puis suivit le groupe jusqu'au pied du temple. Le guide local répéta les consignes. Élodie, avec un petit sourire en coin, marcha la première, comme si le monde lui appartenait, et franchit l'entrée du temple sacré. Elle ne ressentit rien immédiatement. Pas de voix dans sa tête. Pas de foudre divine. Juste un léger vertige, qu'elle mit sur le compte de la chaleur. Elle toucha les murs, prit des selfies. Elle fit des stories Instagram en chuchotant, dans le temple interdit, chuhu. Tout était jeu. Tout était défi. Quand ils sortirent, les anciens du village la fixèrent longuement. Le vieil homme, celui de l'accueil, s'approcha d'elle sans dire un mot, lui tendit une graine noire et s'éloigna. Ce soir-là, au lodge, Élodie sentit une odeur étrange. Comme si quelque chose pourrissait doucement sous sa peau. La nuit était tombée sur le lodge comme un linceul humide. Ce n'était pas une obscurité ordinaire, mais une densité noire, pleine de bruissements incompréhensibles, de murmures qui semblaient flotter entre les murs. Élodie, encore maquillée et vêtue de satin, riait devant une série sur sa tablette, une coupe de vin rouge à la main. Elle avait oublié la graine noire laissée par le vieil homme, elle l'avait posée sur la table de chevet, à côté de son parfum. Une simple curiosité locale, un souvenir exotique, rien de plus. Mais déjà, à son insu, une odeur âcre s'infiltrait dans ses draps. Pas celle du vin ou de la sueur, mais celle d'une viande oubliée, lentement corrompue.
Elle crut un instant que cela venait du système de climatisation, puis s'endormit, lasse et méprisante, avec le monde à ses pieds. À 3h12, elle se réveilla en sursaut. Il n'y avait plus de lumière. Plus de signal. Plus de son. Son corps entier était parcouru d'un frisson glacial, mais ce n'était pas le froid. C'était autre chose. Une main invisible semblait lui caresser le dos. Quand elle se redressa, elle sentit un poids étrange sur le côté gauche de sa tête. En se regardant dans le miroir de la salle de bain, la stupeur la saisit. Une partie de sa tempe avait enflé, comme une boursouflure grotesque, violacée, pulsante. Elle cria. Mais personne ne répondit. Les autres chambres semblaient inhabitées. Elle sortit en courant dans le couloir, les pieds nus frappant le carrelage, ses cheveux collés à son visage. Elle tapa aux portes. Rien. Le silence régnait comme une entité. Comme si le monde entier s'était éteint, sauf elle, et la chose qui la déformait. Elle se retrouva dans le hall du lodge, haletante. Et c'est alors qu'elle se rendit compte que le sol avait changé. Ce n'était plus le carrelage habituel, mais une terre noire, humide, couverte de cendres. Elle était pieds nus dans un cimetière. Pas un cimetière décoratif ou touristique, mais un lieu sacré, ancien, oublié. Les tombes n'avaient pas de nom, seulement des symboles gravés à la main, des spirales, des yeux, des bouches cousues. Des visages gravés dans la pierre semblaient l'observer. La graine noire qu'elle avait ignorée était maintenant dans sa main, brûlante. Elle tenta de la jeter, mais elle ne s'ouvrait pas les doigts. Ses mains ne répondaient plus. Un rire sec résonna. Elle se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Puis des ombres commencèrent à émerger lentement du sol. Pas des corps, mais des silhouettes de poussière, des êtres sans traits, avançant en silence. L'un d'eux portait son visage, mais difforme, creux, les yeux vides. Elle hurla, trébucha, se releva, courut vers un arbre imposant au centre du cimetière. Les branches étaient tordues, et à leur extrémité pendaient des chaînes faites de cheveux humains. Là, assise sur une pierre, une femme aux yeux blancs l'observait. Ses lèvres bougeaient sans produire de son. Derrière elle, une tombe venait de se fissurer. Élodie s'évanouit. Quand elle se réveilla, le soleil s'était levé. Elle était de nouveau dans sa chambre, mais sa peau avait changé. Elle sentait. Non, elle puait. Une odeur d'œuf pourri s'échappait de ses pores. Elle se leva en courant vers la douche, frottant sa peau avec une frénésie hystérique. En sortant, elle vit ses pieds. Gonflés, violacés, semblables à ceux d'un cadavre. Les veines semblaient palpiter sous la chair. Elle cria encore. Cette fois, des membres du personnel vinrent. Mais personne ne comprenait. Un médecin local fut appelé. Il regarda, perplexe, diagnostiqua une infection rare. Mais rien n'expliquait les marques noires sur sa nuque, comme des doigts imprimés sous la peau. Elle appela son père. Elle exigea un jet privé, un hôpital à Zurich, un scanner complet. Il envoya l'ordre. Mais l'aéroport refusa. Le professeur, informé par les anciens du village, s'opposa à son départ tant que la situation n'était pas analysée. Élodie entra dans une colère folle, brisant un miroir, hurlant qu'elle paierait tout le monde pour se taire. Mais les villageois, eux, ne marchaient pas à l'argent. Ils murmuraient déjà qu'elle avait violé un sanctuaire. Qu'elle avait profané l'invisible. Une rumeur circulait, la blanche aux règles souillées est entrée là où les esprits dorment. Élodie, désormais enfermée dans sa propre peau, sentait que quelque chose grouillait en elle. Quelque chose qui n'avait rien d'humain. Le lendemain matin, Élodie ne ressemblait plus à celle qu'on avait connue. Son visage semblait se liquéfier doucement sous la peau, comme si la structure même de son être se dissolvait. Le miroir n'était plus son allié. Chaque reflet était une gifle, chaque regard une agression. La tempe gauche avait continué de gonfler, et sous son œil s'était formée une plaque sombre, presque noire, couverte de filaments rouges comme des toiles d'araignée internes. Elle avait essayé de se maquiller, comme pour masquer l'horreur. Mais les cosmétiques glissaient, n'adhéraient plus à sa chair. C'était comme si sa peau rejetait toute tentative humaine de réparation. En la voyant, même ses camarades de classe détournèrent le regard. Certains soupçonnaient une drogue, d'autres murmuraient que c'était la punition des esprits. Le professeur, d'abord sceptique, changea de ton. Il convoqua une réunion discrète avec les anciens du village, et leur raconta ce qu'Élodie avait fait. Les visages restèrent fermés. Mais un nom fut prononcé, Mama Diarra, la guérisseuse des confins,
la dernière des lignées anciennes, celle qui avait vu 3 générations de rois tomber et renaître. Le professeur en informa Élodie, qui refusa catégoriquement. « Je ne suis pas venue ici pour me faire toucher par une sorcière en guenilles », s'énerva-t-elle. Mais au fond d'elle, une peur viscérale avait commencé à naître. Son corps lui échappait. Sa volonté aussi. Ce soir-là, elle tenta de fuir. Elle avait soudoyé un chauffeur pour l'emmener à l'aéroport contre une grosse somme. Mais à peine avait-il quitté le village que la voiture s'était immobilisée sans raison. Les phares s'étaient éteints, le moteur s'était tu. Quand le chauffeur descendit, il vit que les pneus avaient fondu. Oui, fondu. Comme si une chaleur infernale les avait liquéfiés. Derrière eux, sur le chemin, des traces de pas enflammés remontaient la piste. Le chauffeur s'enfuit, hurlant. Élodie, tremblante, ne comprenait plus. Elle était piégée dans un monde qui échappait aux lois du luxe, du confort et de la logique. Le lendemain, à bout de force, elle accepta d'être conduite chez Mama Diarra. C'était une vieille femme aveugle, assise dans une case faite d'argile rouge et de racines pendantes. Elle ne parlait pas d'abord. Elle posa simplement une calebasse devant Élodie, y versa une huile noire, et y déposa une plume blanche. La plume se teinta immédiatement de sang. La vieille hocha la tête. « Tu as souillé le lieu des esprits en étant impure. Tu as foulé la demeure de ceux qui ne pardonnent pas. » Élodie tenta de s'excuser, parla de méconnaissance, de rationalisme. Mais la vieille coupa court. « Ce n'est pas ton ignorance qui t'a condamnée. C'est ton orgueil. Tu t'es crue plus grande que les mondes invisibles. » Élodie pleura. Pour la première fois, non par caprice, mais de peur. La guérisseuse lui dit alors qu'il y avait une solution, mais qu'elle avait un prix. Elle devait renoncer à une chose précieuse. Sa fertilité. Son ventre. Le lieu de vie. Car c'était ce même ventre, impur, qui avait défié les esprits. Le seul moyen d'apaiser leur colère était de le leur offrir. Symboliquement. Spirituellement. Il fallait le fermer rituellement, et pour toujours. Elle n'aurait jamais d'enfant. Élodie hurla de colère. « Jamais. Vous êtes des monstres. Mon corps m'appartient, cria-t-elle, comme pour reprendre un contrôle qu'elle n'avait plus. Mama Diarra, impassible, lui donna 24 heures pour réfléchir. Après cela, les esprits prendraient ce qu'ils avaient réclamé. Tout. Corps. Chair. Âme. Élodie retourna à l'hôtel dans un silence pesant. Chaque pas lui faisait mal. Ses pieds avaient doublé de volume. Elle glissait presque, incapable de poser correctement ses talons sur le sol. Son visage n'était plus le sien. Il était celui d'une chose malade, déformée, inhumaine. Pourtant, dans une ultime tentative de fuite, elle appela son père une seconde fois. Elle hurla dans le téléphone qu'elle exigeait un avion, un chirurgien esthétique, un dermatologue, une armée de médecins. Son père, inquiet, fit envoyer un jet en urgence. Des équipes médicales furent préparées à Monaco. Elle sentit l'espoir renaître. L'argent, une fois encore, allait tout réparer. Mais la nuit venue, un événement glaçant scella son destin. Elle perdit la vue. Pas une cécité progressive. Une obscurité totale, soudaine, brutale. Comme si ses yeux s'étaient éteints de l'intérieur. Elle hurla, tomba, se cogna. On la retrouva au sol, tremblante, les yeux vides, comme 2 perles de verre éteintes. Les médecins locaux ne comprenaient pas. Les images de scanner n'indiquaient aucune anomalie. Mais ses yeux, eux, refusaient de voir. Et pire encore, sa langue semblait avoir changé. Elle sentait un goût métallique, elle parlait comme une autre. Sa voix était devenue rauque, étrangère. Elle vomit du sang dans un lavabo. Un sang noir. Épais. Presque huileux. C'est à ce moment qu'elle comprit que le luxe, les jets, les chirurgiens ne pourraient rien contre cette chose. Elle était dans un domaine où ses armes ne servaient à rien. Elle retourna voir Mama Diarra. Cette fois, à genoux. Elle accepta. Le rituel eut lieu dans la forêt, sous un arbre aux racines tordues comme des serpents. Elle fut déshabillée, lavée dans une eau boueuse mêlée à des cendres d'ancêtres. Des femmes la tenaient, des chants anciens résonnaient. Mama Diarra traça des symboles sur son ventre avec une mixture rouge sombre. À un moment, un hurlement surnaturel éclata des profondeurs de la terre. Un vent glacial souffla à travers la forêt. La vieille ferma les yeux. Et la cérémonie prit fin. Élodie tomba inconsciente. Mais au matin, elle voyait de nouveau.
Elle ne saignait plus. Sa peau reprenait forme. Les marques s'estompaient. Lentement. Mais son ventre, lui, était comme mort. Aucun cycle. Aucun battement de vie. Le prix avait été payé. La nouvelle de sa guérison se répandit comme une traînée de feu. Certains dirent qu'elle avait couché avec un esprit. D'autres qu'elle avait échappé à la mort. Mais elle, silencieuse, ne répondait plus. Elle était vide. Une coquille. Quelque chose en elle avait été arraché, et ce vide hurlait, même dans le silence. De retour au village, elle alla remercier Mama Diarra. Mais ce fut là qu'elle assista à l'impensable. Une foule furieuse s'était rassemblée autour de la case de la vieille. Des gens criaient. Ils l'accusaient d'avoir volé la fertilité de leur fille. Ils disaient qu'elle était une sorcière, qu'elle utilisait la jeunesse des autres pour rester en vie. Une pierre vola. Puis une autre. La case prit feu. Élodie hurla, mais personne ne l'écoutait. Mama Diarra sortit en titubant, les bras levés. Mais elle fut frappée, lapidée, incendiée. Les anciens ne firent rien. Et dans la fumée, Élodie vit un instant le visage de la vieille, qui souriait. Non de douleur, mais de paix. Élodie resta dans le village encore quelques semaines. Elle ne voulait plus rentrer. Elle vivait dans une petite maison. Elle aidait les femmes. Elle écoutait. Elle nettoyait les cases. Elle se reconstruisait. Un jour, une petite fille tomba malade. Élodie la toucha, récita un chant appris auprès de Mama Diarra, et l'enfant guérit. Depuis ce jour, on l'appelle la fille du pardon. Elle n'aura jamais d'enfant, mais elle porte en elle les secrets d'une lignée perdue. Elle ne rit plus comme avant. Elle ne poste plus. Elle ne crie plus. Mais parfois, la nuit, quand le vent souffle dans les arbres, on l'entend murmurer aux esprits. Et ils lui répondent.